Un grand merci à Tizak qui a décidé de ne pas faire de sketch par respect pour nos tipeurs. Donc, Carotte, Tsot, Chevaude, El Pouillou, Stéphane et Warloff, vous pouvez remercier Tizak. Grâce à lui, vos noms ne vont pas être traînés dans la boue aujourd'hui. Merci. Ça me fait plaisir. La Voix des Bulles présente... Aucun sketch. Le One Day Club, le podcast BD mensuel qui va saturer le micro de connard. Coucou le Jean. Coucou moi-même. Voilà. En live, c'est pas la joie, mais on sait que vous êtes très nombreux à nous écouter en pas direct. On sait qu'en cette période de, je sais même plus quand on est dans l'année. Au mois de mai. Ouais, c'est ça. Vous avez tous autre chose à foutre que d'écouter des podcasts enregistrés à pas d'heure, à plus de 23 heures. Et des podcasts pourtant qui vont vous parler de bandes dessinées exceptionnelles, de bandes dessinées de qualité, de bandes dessinées. Ah pardon, excuse-moi. Ici c'est un podcast BD. Ou pas, de même bande dessinée de qualité ou pas. Oui, mais si, elles ont des qualités pour les gens qui les ont faites. Elles peuvent caler un meuble. On va éviter les webcomics là parce que bon voilà. C'est vraiment les émissions de la branle-route, un mélange entre branler et des routes, la branle-route. Je te rappelle qu'il y a un copyright pour ça. Oui, je sais. Voilà. Ça craint, mais on va quand même vous parler des paupières des poissons, de la petite fille qui voulait voir la guerre, du chercheur fantôme, vous voyez tout de suite l'ambiance, rien que par les titres, hein, de Champignac numéro 1, de Fable Aber tome 2 et de Saga numéro 9. Vous allez voir, on va rire dans cette émission. On va s'éclater. Et on ira faire un petit tour en express avec Azimut le tome 4 et Animosity le tome 3. Et sponsorisé par Tranxen. Et ça, je vais pas. Et pour vous parler de toute cette BD, j'ai décidé de me faire accompagner des meilleurs. Car, telle une équipe de choc, j'avais besoin de notre Mr. T. Ouais, mais bonsoir. Non, on est les meilleurs de ceux qui restaient, en fait. Voilà. Il restait que nous. Voilà, de Futé Jérôme. T'es allé me chercher très très loin, hein. Je viens de 2 rues d'à côté. Hein. Donc, voilà. Et tu vois bien qui reste pour toi. Je te tais, tu ne dis rien. Notre looping. Mathieu. Tu t'es pris pour Barracuda ou... Non, c'est toi, Mr. T. Ah oui, putain, c'est moi, Mr. T. C'est Hannibal, en fait. Oui, c'est ça. Et le beau gosse, c'est qui déjà? Futé, c'est toi. Super. Apparemment, nous, on a un chef qui a un peu des problèmes de... Je te connais depuis moi longtemps. C'est ça. J'ai un problème sur mon mic. Ouais, tu satures, en fait. Ouais, Attends, on va régler ça. Non, ça que je sature Pierrick, c'est normal. C'est-à-dire qu'en gros, ouais, c'est bizarre, t'as un problème quand tu parles dedans. Tu m'envoies un petit jingle, là, pour que je commence ou Ouais, je vais faire ça. Attends, je vais les chercher. Parce qu'aujourd'hui, c'est la loose du... Voilà. Non, c'était pas online. Tu vois, je suis même en plus tellement dans la loose que j'ai dit que je faisais pas de online et j'ai dit que... Mais du coup, pour la peine, fais-le. Hein. Bah non. C'était le online le plus court. Pour les gens qui sont pas en live. Il va y arriver, on va lui laisser un peu de temps, il va y arriver. Voilà. On va parler des paupières des poissons. Les paupières des poissons de Sébastien Moreau et Fanny Vaucher. Fanny Vaucher, que l'on a eu la chance de rencontrer dans un bar associatif rue d'Aubagne à Marseille, où on l'a interviewé pendant... Enfin, Pierrick l'a interviewé, où je tenais la sono et tous les fils comme ça pour cette scène. Assurer la technique. J'étais technicien de ouf. Je regardais des boutons bouger, en fait. Ouais. Tout malade. Mais j'ai bu une bière. On a rien compris là. On est super contents. Ouais, mais en fait, il n'y avait rien. Vas-y, avance en fait. Voilà. Donc, la vidéo devrait être en ligne peut-être au moment où cette émission sera publiée. Si je me sors les doigts. Voilà. C'était pour dire en fait qu'on l'avait déjà rencontré, qu'on avait déjà chroniqué, mais qu'on allait refaire une chronique dessus pour le One Day Club. Tu vois, donc les paupières des poissons. Comment font les poissons pour dormir alors qu'ils n'ont pas de paupières? Ils ne dorment pas. Ils éteignent la lumière, ils font comme tout le monde. Et ben pas tous, voilà. Et ce sont ces questions qui sont, je dirais, limite existentielles en fait pour certaines personnes qui ont été posées et on a eu la chance d'avoir la réponse dans ce bouquin. Alors, on va voir justement comment les poissons se déplacent, comment les poissons se reproduisent. Est-ce que ce sont des garçons, est-ce que ce sont des filles, est-ce que ce sont les deux? Voilà, vous allez avoir un peu
tout sur les poissons. Que dit la communauté LGBT des Tout, poissons? tout, vous saurez tout sur les poissons. Voilà, les gros, les petits joufflus. Et le surtout les labres nettoyeurs. le labre nettoyeur. Car le c'est labre nettoyeur est la star de cette bande dessinée. Très bien. Donc le scénario de Sébastien Moreau, le dessin de Fanny Vaucher, on a... Quoi? Non, mais c'est vrai. Mais j'y reviendrai quand je donnerai Le mon poisson avis. Dyson, j'adore, c'est la star. Non, mais tu le sauras. C'est un poisson exceptionnel. Vas-y, Thio. Chavonne pourra te prêter le bouquin, tu as beaucoup de choses à lire dedans. Ça aurait pu être la sole suceuse, mais non, c'était le labre nettoyeur. Voilà. Alors, Je crois que cette émission est déjà en train de partir dans un endroit où elle ne devrait pas aller. Thio, essaye d'ignorer On est sur des bonnes bases. ces gens-là et est sur des essaye bonnes bases. de reprendre. Alors, on va se retrouver dans un bouquin qui est un petit peu à la Marion Montaigne, où on va avoir justement des questions sur les poissons, sur comment ils vivent. Moi, j'ai plein de questions sur la sole. Et ces questions, voilà, on a quand même un côté scientifique, parce qu'on va avoir des réponses, avec toujours un petit côté drôle et comique dans le dessin, dans les pages. Je pense que là, ça va leur faire la soirée complète. Hein. Ils vont se faire pipi dessus. C'est Je une- marche seul. Graphiquement, Vas-y, regarde-moi c'est quand quand tu me parles. c'est Quand tu quand même un parles, ça dessin- sera plus ouais, mais ça facile. fait le problème, c'est que j'ai Jiminy Cricket Ouais. qui me rigole dans l'oreille. Ouais. Tu vois. C'est ça qui est chaud, quoi. Au niveau du dessin, c'est de l'aquarelle. Peinture à l'eau, quoi. Le problème, c'est comme il n'a pas de micro, on peut pas lui couper le son. Le dessin est assez simpliste parfois, mais si tu veux, c'est surtout le propos, on va dire, dans le bouquin qui est important. On nous a d'ailleurs rencontré, Fanny Vaucher, le jour où... Tu vas pas y arriver. Attends, j'essaie de prendre le relais. Non, c'est que j'ai une espèce de truc là en face qui est vraiment je ne peux pas dire de mots comme ça à l'antenne, mais franchement, c'en est une. Et qui, du coup, me donne une difficulté. Donc, je disais, Sois oui, professionnel. on a rencontré Fanny Vaucher, justement, le jour de la journée mondiale pour l'arrêt de la pêche. C'est pas la pêche à l'arrêt. Hein. Il tend pas des perches comme ça. Tu peux y arriver. J'ai plus rien. Bon, attends, Vas-y. j'essaie de reprendre. Donc, on est vraiment dans un côté, comme le disait Thio, très Marion Montaigne, avec une approche très didactique, très humoristique, et des tonnes de références très geek, et je dirais même très geek dans les années 80. tu Il vois. est 80, je suis d'accord. Voilà, très très proche de nous. Parfois des références même qui devraient être un peu obscures pour les plus jeunes. Ça reste assez intéressant parce que tu découvres beaucoup de choses sur les poissons où en fait on n'a rien à foutre nous. Enfin moi globalement j'avais un peu rien à foutre des poissons avant et j'apprends plein de choses sur ces animaux-là très intéressantes. Et en fait si je reparlais des labres nettoyeurs, c'est que c'est un des poissons qui a été le plus étudié parce que c'est des poissons qui ont des comportements sociaux mais vraiment assez hallucinants. Genre ils savent que s'ils nettoient certains poissons socialement c'est mieux vu, alors ils vont se démerder pour d'abord être sympa avec telle personne. Fais attention. Fais attention avec qui est en face. Oui je sais, mais tu sais moi j'arrive à être imperturbable. Et Professionnel. ça t'a donné de l'inspiration pour progresser dans ton job. Mais c'est tout à fait ça. Alors non, parce que Mais c'est au étonnamment. au niveau sociologique, ils sont super développés. Ah oui. Parce qu'ils ont tout compris en fait. Il faut d'abord essayer C'est de. promotion canne à pêche. Ouais. C'est pas loin de ça, si tu veux. C'est qu'ils ont compris que les plus forts, il faut les respecter. Il faut que tu leur fasses un peu du lèche-botte pour que du coup, ils te protègent, ils te laissent un peu en vie. Pas, quoi. Ils te bouffent pas, voilà. Et comme ils ont pas de bottes, c'est du lèche-queue, forcément. Parle dans le micro. Pour dire des conneries. Bref. Voilà. Ah putain. Globalement, c'est bien dessiné, c'est-à-dire que la présentation des poissons dans le côté réaliste, on est sur de la belle aquarelle. Dans le côté humoristique, c'est quelque chose de très simpliste, mais qui reste efficace. Voilà, si vous êtes un jour posé les questions des paupières des poissons et des labres nettoyeurs, ça vaut le coup de se plonger dedans. Et si vous aimez les bouquins scientifiques à la Marion Montaigne, c'est un bouquin qui, pour moi, est plutôt réussi. Vers lequel je ne serais pas du tout allé si on m'avait pas demandé d'interviewer l'autrice. À offrir à tonton Jean-Paul, fan de pêche. Non, parce que justement, c'est pour arrêter de pêcher. Pour dire que les poissons, en fait, c'est un peu des animaux Oui, qui et pensent.
Alors que les auteurs C'est- sont de toute très façon, sont des militants, êtres humains comme les justement, autres. ils ont pris beaucoup de recul vis-à-vis de ce côté-là dans le bouquin, qui est, allez, il y a un ou deux pics militants au milieu, mais ça reste très très léger, et ce qui rend le bouquin très très... tu peux le lire vraiment sans être militant toi-même, quoi, et l'apprécier. Bon, Vraiment et toutes nos excuses auprès des auteurs quand même, parce que voilà. Pardon. On a beaucoup rigolé, c'est au moins ça. Bon, du coup, il y a un coup de cœur quand même sur ce machin ou pas? Non. Là, tu y allais trop franchement. Tu vois, Heureusement prendre qu'on un a petit présenté les excuses avant. Non, mais c'est ce que je disais. Non, mais quand je disais ce dont sous-entendait que. Ça, c'est fait. C'est le champagne. Ce dont sous-entendait que. Ça tombait sous le sens vis-à-vis de mon explication. C'est un bouquin qui marque bien, qui est très intéressant. Mais voilà, je n'irai pas jusqu'au coup de cœur non plus. Si l'éditeur veut continuer à envoyer des SP, n'hésitez pas, surtout. Hein. C'est pas un SP, celui-là, on l'a emprunté. Ben voilà, je suis désolé pour eux. Hein. Non, mais prends un peu plus de temps dans ta réflexion. 2-3 secondes. Tu vois, tu fais c'est quoi? Un Mississippi, 2 Mississippi, et là, tu peux répondre. Non, mais c'est pas parce que c'est pas un coup de cœur que c'est pas un beau bouquin. Je veux dire, le nombre de trucs là. Jingle. Oh putain. Et Tizak va nous parler de la petite fille qui voulait voir la guerre. Eh ben, on n'est pas rendu. Chez Grand Angle de Le Naour et Galant. Comment on enchaîne avec ça? Ben justement, tu te débrouilles parce que c'est à toi de le faire. Alors le pitch, de quoi ça Alors, nous par contre, parle? excusez-moi, mais au niveau du son, pour ceux qui écoutent, ça va bien parce que moi je trouve que c'est pas bon. Je sais pas, il me parle pas. Non, D'accord. Quelle est la question, pardon? Moi, je t'entends Tu pas me trop. fais, c'est quoi le pitch? Alors, quel est le pitch? La petite fille qui voulait voir la guerre, donc de Le Naour et Galant, publié chez Grand Angle. On a donc une petite fille, une jeune fille, qui, pour un exposé de classe, décide de se plonger en fait dans les archives familiales, dans les vieilles photos de guerre, et découvrir un petit peu les origines de sa famille pendant cette guerre et comment son grand-père, ou son arrière-grand-père d'ailleurs, s'est comporté pendant la guerre. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qu'il est devenu? Puisqu'il a disparu à la guerre, il a été porté disparu. Qu'est-ce que ça veut dire être porté disparu? Est-ce que c'est mort? Est-ce qu'il a refait sa vie ailleurs? Bref, je pense que toutes ces petites questions pouvaient jaillir dans la tête de cette jeune fille et par le prétexte de cet exposé, les auteurs vont nous entraîner au cœur de cette guerre de 14-18. Voilà pour le pitch général. Au niveau de la réalisation, encore un album où je suis allé à reculons. Comme le labre nettoyeur. Il aime bien présenter ses fesses face aux albums. Et au final, écoute, on se torpille le bouquin, l'air de rien, en avançant gentiment. Comment ça? Qu'est-ce qui t'arrive? Rien, C'est j'écoute nouveau, juste, moi. c'est nouveau comme expression, on se torpille le bouquin. Hein. Ok, très bien. Sans finalement se rendre compte de la longueur des informations et tout ça, et c'est les alternances de phases entre les moments où on est plongé dans le monde de 14-18 et dans la vie principalement du village, parce qu'au-delà des moments de combat, ce qu'on nous raconte à travers ce bouquin, c'est la vie en dehors des combats. Que devient le pays, que devient la France, que deviennent chacun des villageois, alors qu'il n'y a plus personne, il n'y a plus d'hommes pour faire le travail, comment les femmes vont devoir se débrouiller et comment ensuite les choses se passent au retour des hommes qui ont perdu leur statut de mâle dominant, entre guillemets, d'une part parce qu'ils ont la gueule cassée et d'autre part parce que les femmes se sont rendues compte qu'elles étaient tout à fait aussi capables qu'eux de se débrouiller. On nous montre aussi une France et des Français extrêmement imbus d'eux-mêmes, en partant la fleur au fusil, en se disant qu'en quelques jours l'histoire serait bouclée. Donc voilà, il y a plein de petites histoires, plein de petites informations qui rejaillissent à travers ce récit et ce prétexte de l'exposé. Et finalement, ça pourrait inciter tout un chacun à faire un petit peu le même travail de recherche, à défaut d'un travail de mémoire, pour retrouver ses origines, voir un petit peu ce que Pépé Machin a fait pendant la guerre, où est-ce qu'il se positionnait, est-ce qu'il faisait partie de ceux qui sont restés pour une raison X ou Y au village, est-ce qu'ils ont fait partie de ceux qui étaient mobilisés, ce qui était le bien plus probable, et
qu'est-ce qu'ils sont devenus, quel a été leur statut, si eux aussi ont été portés disparus, et qu'est-ce qui s'est caché derrière ces mots de portés disparus. Notre archiviste. Ne me regardez pas, j'étais pas là, je l'ai pas lu. Alors, la petite histoire dans la petite histoire, c'est qu'il s'agit d'une BD de commande à l'origine. Il faut savoir que Charnel et Mâcon est la commune sur laquelle est établi le siège social de la société Bambou. Et vous savez que Bambou et Grand-Angle, c'est la même maison. Donc le maire en fait de Charnel et Mâcon est allé voir les éditions Bambou en disant écoutez, est-ce que vous pourriez faire quelque chose en rapport avec la Grande Guerre et notre commune? Donc du coup Olivier Sulpice, qui est le directeur général de Bambou, a contacté Jean-Yves Lanaour, qui est quand même le spécialiste de la Grande Guerre aux éditions Bambou. Il a écrit peut-être la moitié des albums publiés chez Bambou et Grand-Angle sur cette thématique-là. Et donc c'est un ouvrage de commande. Et vous savez que je suis réticent aux ouvrages de commande. Pour autant, je trouve que le Naour a pas trop mal négocié le virage. Il a réussi à construire une histoire qui tient la route, avec cette petite fille qui permet effectivement de faire l'aller-retour entre le passé et aujourd'hui. Donc avoir ce regard contemporain de cette fille actuelle qui fait une enquête, une étude, et en même temps voir un petit peu la vie des tranchées, la vie de ses arrière-grands-parents, de ses grands-parents. Voilà, je trouve que l'exercice est très honnête. Voilà, c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est vraiment très honnête, c'est bien réussi. Pour moi, c'est un excellent ouvrage de CDI en collège. Je pense que les profs les profs d'histoire de troisième auraient mérite à s'appuyer sur ce type d'album. Parce qu'il y a un peu tous les éléments pédagogiques qu'on demande aux élèves de troisième et ce qu'on leur demande de savoir sur la Première Guerre, et en particulier ce lien intergénérationnel sur lequel on insiste beaucoup. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de projets autour de l'intergénérationnel, et voilà, je trouve que c'est une belle réussite par rapport à ça. C'est pas un chef-d'œuvre, mais je trouve que c'est une réussite pour le pitch de départ. Et c'est extrêmement pédagogique, je te rejoins sur le côté collégien, mais même sur les lycéens, puisqu'en CM2, dans le programme, il y a également la Première Guerre. Lycéen, de primaire. Primaire. T'as dit lycéen. Oui, lycéen de CM2. De plus en plus vieux. Ah oui, non, mais c'est le problème des maintiens, hein. On en parle. Et donc, effectivement, c'est très pédagogique, ce qui fait que chacun a de quoi s'y retrouver, et les informations qui sont données tant sur les vêtements, les métiers, les évolutions, comment est-ce que les femmes ont dû s'adapter à tout ça, ça rentre complètement dans les programmes, et c'est extrêmement bien expliqué. Voilà. Et le dossier en postface complète complètement de manière assez détaillée la chose, justement sur des petites thématiques autour de la viticulture, etc. Et c'est extrêmement bien rendu. C'est effectivement un sujet super casse-gueule. Pourquoi viticulture ? Je l'ai lu, on va dire que j'ai trouvé ça bien foutu, mais je suis arrivé à la fin en me disant, mais c'est un bouquin mais qui manque d'enjeu à un point. Qu'est-ce que ça nous raconte ? Pas grand-chose. Les auteurs se sont amusés à nous mettre au milieu les relations conflictuelles entre les parents de l'héroïne, qui capte que dalle, j'ai l'impression, tellement elle est à l'ouest et à fond dans son sujet, et qui m'ont semblé un peu posées là pour essayer de mettre un fond un peu social sur l'histoire. Mais pourtant, on a envie de savoir ce qui va se passer. Le passage entre le présent et le passé est plutôt bien mené. Voilà, c'est bien foutu, alors que, ouais, il n'y a pas d'enjeu. À la fin, ouais, c'est bien, il n'y a pas de truc qui te fait de dire, à la fin, elle était... Non, la fin, elle est comme le début. Le twist sur la fin de la Première Guerre, oui, voilà, et la fin, elle est comme le début, il n'y a pas de la petite révélation sur la famille, etc. Donc, ils n'ont pas joué le côté du grand jeu à inventer, de révélation. C'est très, très simple. Ce qui fait qu'effectivement, sur le côté pédagogique, parce que c'est très terre-à-terre, je pense que ça marche bien. Sur le côté, on va dire loisir, parce que c'est beaucoup pour ça qu'on lit des livres, c'est un peu raté. Et puis, alors je sais pas pourquoi, moi il y a un truc qui m'a choqué dans le dessin.
c'est les profils et les faces plein cadre. C'est bourré de profils, mais hyper profils et des faces plein cadre. Ce qu'on faisait quand c'est ce que tu fais quand t'es jeune et que tu sais pas faire un 3/4 ou une variation sur le 3/4. Et j'en ai vu tellement que ça m'a marqué. Ce qui est étonnant, peut-être que d'un coup, j'ai eu une sorte de folie sur ce genre de point-là. Et parfois, il y a un côté hyper caricatural dans les traits des personnages, et qui est pas poussé tout le temps. Tu sais, on est dans ce côté semi-réaliste, sauf que de temps en temps, il y a le côté caricatural qui est un peu trop poussé, ce côté grodé. Et ça donne un style graphique qui est le cul entre deux chaises, qui sait pas trop où se situer. Ce qui m'a un peu perturbé, parce que parfois ça passait très très bien, et puis parfois tu fais merde, qu'est-ce que fait ce dessin au milieu. Voilà. Après, oui, pour le côté pédagogique, je pense qu'il n'y a rien à redire. C'est très intéressant aussi de s'intéresser à ce qui se passe à l'arrière du pays en temps de guerre. C'est un sujet qui est très peu traité, au-delà de, oui, il y a des histoires de résistance, bien sûr, mais là, non. Voilà. Quelque chose à ajouter Effectivement, le dessin qui est pas tout à fait à la hauteur du reste. Non, mais par contre, je pense qu'ils se sont adressés aux bons scénaristes. Jean-Yves Le Naour, là-dessus, c'était le meilleur auquel il pouvait s'adresser. Moi, je vous recommande quand même de lire La Photo Midi, qui est quand même clairement un de ses meilleurs albums. Le chercheur fantôme. Ouh. Jérôme. Bande dessinée de Robin Cousin chez Fleublum. J'adore dire le nom de cet éditeur. Alors, le pitch est pas très simple. En fait, on se trouve dans une sorte de structure mathématique qui est un campus, qui est construit comme une structure mathématique. Donc, ce campus est réglementé selon un protocole très établi, donc avec sur 4 ans, avec un chercheur qui arrive tous les trimestres et qui est implanté à un endroit précis. Et en fait, en fonction du type de recherche que le chercheur réalise, du moment où il arrive, ils observent, en tout cas le chef de projet observe à quel moment va arriver le chaos. Et va essayer de le juguler. Et essayer, oui, enfin autant que faire se peut. De le retarder. Voilà. Parce que c'est la 4e expérience. Non, 3e, c'est- parce que c'est la 4e qui va s'ouvrir. Après. Oui, ça commence, on voit la fin de la 3e au Oui, mais début c'est du la bouquin. 4e. C'est la 4e fondation. C'est la 4e. L'album, c'est la 4e fondation. Il y en a eu 3 avant. Je maintiens Peut-être. personnellement. Bon, on s'en fiche, mais bon, il y en Voilà. a d'autres, c'est pas la première. Et donc, du coup, il se base un petit peu sur ce qui s'est passé auparavant. Nous, on prend l'histoire un peu en cours, même si on assiste au début de cette fondation, donc les prémices, où on pose un petit peu le cadre, ce concept un petit peu particulier, et on suit l'arrivée d'un chercheur, qui en fait est le dernier chercheur qui arrive sur le campus, et qui du coup se retrouve affecté le dernier labo de libre, et il va rencontrer les autres chercheurs. Truc important, les chercheurs ont des moyens de dingo. Ouais, ils ont des moyens illimités, en fait, pour leur type de recherche. Mais ils font n'importe quel type de recherche. Il y en a une qui fait une recherche en linguistique, il y en a un autre qui fait une recherche sur les micro-robots, il y en a un autre qui fait des recherches sur les statistiques sociales. Et celui qu'on suit fait une recherche sur les formes végétales. Voilà, les structures végétales. Donc, le chercheur fantôme, en l'occurrence, qui est le titre de l'album de Robin Cousin, c'est qu'ils se rendent compte que, donc, ils doivent être 24 chercheurs normalement, et en parlant avec les autres chercheurs, ils en trouvent que 23, et le 24e, ils savent pas où il est. Et il y a un labo de libre. Donc, c'est forcément le labo de ce 4e chercheur. De 24e chercheur, pardon. Et en fait, le pitch, c'est un petit peu ça. Et il y a un bandeau, en fait. Je sais pas si on peut le dire parce qu'il est. C'est le bandeau. Voilà, le bandeau rouge là qui est autour de la couverture. Vous savez, ce type de bandeau qu'on peut enlever, qui est très moche. Prouvez que P égale NP ou lisez ce livre. Alors ça, clairement, moi qui suis pas matheux pour dessous, ça m'a complètement. Ça m'a posé des questions. À côté. Ouais, non, ça m'est passé à côté. Je dis laisse tomber le bandeau et puis on verra. Et en fait, tout est autour de cette formule mathématique P égale NP.
Vas-y, t'arrives à l'expliquer. Ouais, alors ça va être chaud, ça. Alors- Les gars, c'est sympa de me laisser Je sais. laisser Mais ça. aussi, c'était le dernier à l'avoir lu. Juste pour info, je recommande grandement la lecture de Logicomics, juste avant, qui nous raconte l'histoire de la logique en bande dessinée. Et P égale NP, c'est une théorie qui est un peu dérivée de ces théories de la logique, qui arrive derrière. Oui, c'est dans les théories de la logique. Sachant que tous les théoriciens de la logique sont devenus fous, je crois, dans Logicomics, c'est ce qu'on apprend. Donc, voilà. Je crois que je peux essayer de t'expliquer. Mais vas-y. Surtout, n'hésite pas. Hein. En gros, Et simplement. ouais, c'est ça qui est difficile, c'est de l'expliquer simplement. C'est ça y est, je suis perdu. En fait, Je l'avais. C'est la capacité de modéliser n'importe quel problème avec un algorithme, en fait, avec qui un permettrait de algorithme résoudre pour n'importe quel pouvoir le problème. résoudre. Voilà. Voilà. Donc à partir du moment où si tu résous P égale NP, ça veut dire que le problème est soluble et donc ton algorithme va fonctionner et va pouvoir résoudre le problème, mais de façon instantanée. L'idée, c'est de pouvoir prouver C'est que ça qu'il crée- existe un algorithme pour tout résoudre. C'est universel. Ça crée une puissance de calcul instantanée pour résoudre n'importe quel problème. Donc on obtient une résolution extrêmement facile de tous les problèmes en physique, en astrophysique, mais aussi bien en microbiologie, etc. Si on arrive à trouver une solution à ça et à créer un algorithme à partir de ça. Mais dans le guide du routard galactique, ils l'ont dit déjà. Quelle était la solution universelle 42. Oui, mais c'est pas un algorithme. Oui, tu connais pas la question. Alors, qu'est-ce qu'on... Que En fait, peut-on... si c'est facilement que peut-on- démontrable, est-ce que c'est facilement prouvable? C'est ça la différence entre P et NP. Que peut-on penser de cet album? Alors, on est sur un gaufrier assez classique, du 9 cases ou du 6-7 cases, en fonction des pages, mais sur un gaufrier assez classique, avec un dessin assez classique aussi, une mise en couleur qui sont constituées par des aplats, mais c'est très clairement le style de dessin de Romain Cousin, donc moi j'ai pas été choqué spécialement par ce style de dessin, et je suis assez facilement rentré dedans. Le gaufrier va très bien avec une histoire de mathématiques, de logique, de quelque chose d'assez carré. Le style très d'architecture. géométrique. Et pour un le style coup. très géométrique. L'architecture exactement. très carrée. Ouais. Voilà, une architecture très carrée. Donc, je trouve que le style graphique va plutôt bien avec l'histoire. Maintenant, j'ai pris plaisir à lire cet album, à rentrer dans cet univers loufoque et essayer de trouver quelle pouvait être la logique derrière l'histoire, parce que finalement, c'est ça. Mais je vous cacherai qu'à la fin, c'est un vin assez bon qu'on a bu et quand on l'a avalé, il n'y a plus rien. Voilà, au suivant. Alors, comme j'ai fini de le lire il y a environ C'est toi le plus récent. 2-3 heures, ouais. 4-5 heures, Oui, c'est vrai. le début m'a fait vraiment penser à une sorte de start-up, de côté un peu expérimental de la recherche. On met plein de gens au milieu d'une sorte de ruche, quoi. On les met tous ensemble et puis on essaie de voir ce que ça va donner. Sachant quand même que tu as le début où on te dit que de toute façon chaque fondation finit dans le chaos et qu'en fait le rôle du directeur c'est juste d'essayer de repousser au maximum ce chaos. Quand j'étais en train de le lire, Tizak, de manière assez malicieuse, essayait justement de me perturber parce qu'il me disait qu'il y avait des trucs vachement importants qu'il disait à la fin et que du coup il fallait que je sois concentré, que j'écoute pas les petits en train de crier à côté de moi, quoi. Et alors, je me suis dit, bon, ok, je vais être concentré, je vais être vraiment focus. Et je suis arrivé à la fin et je me suis dit, putain, j'ai dû rater un truc parce qu'en fait, T'étais trop focus. ça, pour moi, ça a fait pshhh. Ok, bon, alors je suis revenu quand même une dizaine de pages en arrière, j'ai relu la fin et ça a fait toujours pshhh. Donc en fait, je vais vraiment aller dans ton sens, c'est que j'étais bien pris dedans, bien pris dans l'intrigue de justement qu'est-ce qui est arrivé à ce mathématicien qui était en train d'essayer de résoudre, donc P égale NP. Le côté un peu polar, SF, avec du coup les mecs qui viennent pour nettoyer la fondation. Parce que tiens à fond, quoi. Et puis, psh, voilà. Je pourrais pas vous en dire plus, je suis vraiment d'accord avec toi, c'est qu'à la fin, tu fais bon, ben voilà, je l'ai fini. J'ai fini le verre, mais je peux changer la bouteille, c'est pas grave. Parce que c'était pas super. Next one. Ouais, non, moi je suis
fan quand le fond et la forme se rejoignent. Donc c'est vrai que graphiquement, j'ai trouvé que c'était très efficace, très réussi, qu'il y avait... puis même, on avait trouvé dans le truc de Melville, là, son livre précédent, Robin Cousin, on avait trouvé un côté simpliste, mais là, il allait encore plus loin dans la simplicité, sur les visages, sur les personnages, sur les formes géométriques. Le côté fondation et gestion du chaos, ça m'a beaucoup fait penser, je pense que c'est volontaire, un hommage à Asimov. Ouais. Moi, j'ai senti Lost. Hein. Ah, moi, c'est Asimov. Ah ben, moi, si tu n'appuies pas sur le bouton, c'est la fin et on est regroupé avec des compétences bizarres et on est un peu isolé et on est au milieu de nulle part, en dehors du temps, en dehors de tout. Pour moi, c'est du Lost. Hein. Alors, pour le côté Asimov, Fondation, c'est un gars qui trouve une méga science qui permet de, mais pour les auditeurs qui ne savent pas, qui permet de prévoir l'avenir sur une grande masse de personnes. Et bien sûr, au bout d'un moment, ils se rendent compte que c'est difficile parce qu'il y a des éléments de chaos qui arrivent forcément, et des choses qu'on ne pouvait pas prévoir, qui vont foutre un peu la merde. Et c'est un peu ce qu'on retrouve là. Ce côté, justement, de l'étude des formes des plantes, où on rejoint un peu le côté... je sais plus quoi de Mandelbrot. Les fractales. Les fractales, merci. On retrouve un peu ce côté-là. C'est quelque chose qui tient super bien la route, pour moi, du début à la fin. Et l'intelligence au niveau de l'écriture, c'est d'avoir réussi à lier une sorte de thriller au milieu, d'avoir commencé avec un peu aussi de medias res, où tu as quand même les militaires qui débarquent, qui embarquent tout le monde, et tu te dis merde, qu'est-ce qui va se passer? Et tu sais que c'est comme ça que ça va finir. Lost. Et j'ai trouvé que ça marchait. Voilà. Moi, j'ai bien aimé. Je trouvais que ça marchait très très bien, que c'était efficace. Et à un moment donné dans la lecture, j'avais compris ce qu'était N et NP. Je le savais. Et je pouvais même, à un moment donné, je l'ai même fait, je pouvais le formuler de façon claire et précise. Sauf qu'il faudrait que je relise la BD pour pouvoir le refaire, parce que là, c'est ce que disait Mathieu. Et ça rejoint ce que disaient Mathieu et Jérôme, c'est qu'à la fin, il t'en reste rien. C'est parce que c'est des problèmes. Non, parce que il me reste, pour moi, le jour où je me reposerai ce genre de questions, parce que c'est des problématiques vraiment complexes en termes de logique, de relation entre deux problématiques. Et c'est des choses qui m'intéressent et ça me donnerait envie de me replonger dedans. Moi, je me pose jamais ces questions-là de savoir P égale NP quand je fais la cuisine. Moi non plus. Hein, non, mais voilà. Moi, bien heureux les ignorants. Voilà, ça t'arrive souvent, toi, d'un coup, tu es là, tu vois, tu es au shot et puis hop. Parce que et le chat, le Schrödinger, il est vivant ou il est mort, tu vois? Non, en fait, non, ça m'arrive pas. Quoi. Toi, ça souvent, donc. Mais voilà, après, c'est vrai que ça reste un bouquin qui intéressera surtout, je pense, les esprits scientifiques, de par ses problématiques. Mais ouais, moi j'ai passé un très bon moment. Je vais te rejoindre sur cette dernière phrase, c'est-à-dire que je m'attendais à quelque chose de plus scientifique, plus pédagogique et moins romancé, moins thriller. Ça reste un thriller. Du coup, j'ai été un petit peu désarçonné au démarrage parce que je m'attendais à ce que l'histoire soit prétexte à parler un petit peu plus de science, un peu plus de mathématiques, un peu plus de physique et un peu moins d'une histoire romancée, un peu moins d'une histoire thriller, policier, etc. Quand tu le feuillettes vite fait, tu vois les graphismes, tu t'attends pas à ce que ça commence par une opération militaire hyper organisée où les mecs te font les évacuations des gens avec des morts au milieu et tout. C'est ça, donc voilà. Moi j'ai passé un très très bon moment à le lire. Il y a une vraie augmentation de la tension, il y a une montée en puissance dans la tension. Après, effectivement, sur le scénario pur et dur, la fin fait effectivement un peu pchit. Je rejoins Mathieu. J'ai été un petit peu déçu de la façon dont ça se termine. Il manque un petit peu quelque chose. Et c'est là que je rejoins encore une fois ce que je disais sur Lost. Il se passe un petit peu la même chose à la fin. Non, parce que là, il savait dès le départ qu'il écrit son bouquin, comment ça finissait, je pense. C'est pas faux. Toujours est-il que moi, j'ai passé un très bon moment à lire. C'est... très bien construit, c'est très intelligent. Il y a, comme tu le disais, énormément de cohérence entre la forme et le fond. Il manque un petit quelque chose à un moment donné, quelque part, pour transformer ça en coup de cœur pour nous, mais en bouquin un peu incontournable. En chef-d'œuvre. Ouais, il manque un petit quelque chose. Je sais pas quoi. Je pourrais pas le démonter totalement. Il faudrait passer un certain nombre d'heures. Ça reste un auteur à suivre, quoi. Mais ça reste effectivement un auteur à suivre. Et puis c'est très fort quand même de partir sur ce genre de problématique-là.
des théories très scientifiques et finalement tu as quand même passé un petit moment sympa à le lire, Jérôme, alors que bon, Oui. t'es pas fondamentalement un grand scientifique dans l'âme. Ça, c'est toi qui le dis. Les historiens sont des scientifiques, monsieur. Absolument. Voilà. Hein. Donc, le chercheur fantôme de Robin Cousin chez Flubblub. Nous avons parlé de guerre, nous avons parlé de science, nous allons parler de Champignac. Donc, Champignac, le tome numéro 1, est un spin-off, une série dérivée de Spirou qui va s'intéresser à la jeunesse du conte de Champignac. Et là, j'essaie de lire en petit sur la couverture. Pas comme Eugésip, Alchibald, Ladislas, enfin, il a un nom, un rallonge compliqué, conte de Champignac. Moi, c'est ces 4 prénoms, quoi. Le comte de Champignac est pour ceux qui connaissent la BD Spirou, est une sorte de savant fou passionné de mycologie qui maîtrise à fond les champignons et qui a réussi à découvrir des champignons avec des propriétés extraordinaires comme ceux qui te font dormir, ceux qui rendent le métal mou, ceux qui, je sais plus quoi, enfin c'est tout et n'importe quoi les champignons de Champignac. Et les scénaristes en général sont de la cœur joie pour inventer des effets les plus hallucinants possibles et une bonne raison de les utiliser. C'est Étienne au dessin et Becca au scénario. Becca, dont on avait déjà entendu parler pour des BD justement chez Grand Angle, il me semble. Voilà. Et qui ont fait une approche très étonnante, je trouve, pour ce côté Champignac, parce qu'ils ont ôté tout le côté, j'ai envie de dire, savant fou du personnage en montrant sa jeunesse. Il faut savoir que pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands ont utilisé des machines qui s'appelaient les machines Enigma, qui permettaient de coder des messages de façon très 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 complexe, et que l'opposition avait beaucoup de mal à essayer de comprendre comment décoder ça. Et donc Churchill avait lancé une sorte de ferme de chercheurs pour essayer de travailler là-dessus et enquêter là-dessus. Une fondation, donc. Ouais, une sorte de fondation. Ouais, je vous dis, ça se rejoint à tout ça. Pour le coup, Champignac étant un scientifique réputé, est convoqué et se retrouve donc là-bas avec des personnages illustres, dont celui qui aura effectivement, et ça on le sait historiquement, résolu le problème d'Enigma, dont le nom est, je l'ai Alan oublié, Turing. Alan Turing, qui est aussi avec considéré sa comme un des machine pères de de l'informatique. Turing. Voilà. Et Turing, toi aussi de l'informatique et de l'ordinateur. L'inventeur, Oui. un des inventeurs de l'ordinateur. Voilà, dans sa version actuelle, au niveau de la logique, qui a eu une vie fort sympathique, qui est de la chimie aussi, il a beaucoup aimé dans sa vie. La reconnaissance, en plus, a été quand même un grand moment. Super tardive. Voilà, il faut savoir, oui, bon, on va arrêter les allusions. Il était homosexuel et donc il a dû suivre de la castration chimique à cause de cette horrible tare qu'il avait, ce qui l'a poussé au suicide. Il y a un très bon film avec Cumberbatch. Voilà, avec une pomme plante mise dans une s'appelle cédure. Imitation Game. Imitation Game. Et il a été reconnu comme héros de la nation dans les années 2000 par la reine d'Angleterre. Voilà. Oui, parce qu'en fait, du coup, ce qui était pendant la guerre était sous le secret défense. Donc en fait, c'est pour ça Il qu'il fallait jamais eu attendre de- une cinquantaine Oui, d'années. mais c'était aussi parce que c'était un homosexuel et qu'on n'allait pas reconnaître tout de suite non plus un Oui, voilà. Les deux. homosexuel héros. Avant les années 2000, on reconnaît des homosexuels, il ne faut pas abuser non plus, franchement. Ouais, je- Bref, L'histoire de la pomme, on y reviendra si tu veux. oui, on y reviendra parce que ça reste à la moitié dans la légende urbaine. C'est joli comme. Hein Non, c'est sympa comme légende. Oui, avec le côté logo d'Apple et tout. Bref, donc on est dans on va dire du thriller scientifique, avec un côté thriller assez light quand même, qui va plus se jouer sur le côté relationnel. Voilà, on va dire que c'est pas bourré d'action. Ça reste assez. J'ai trouvé ça intéressant, mais assez mou. Ça reste très bien écrit. L'intérêt principal reste quand même la relation de Champignac avec une jeune chercheuse dont il va s'enticher, sachant que c'est là qu'ils ont gardé son côté savant fou, c'est qu'il est complètement à l'ouest, Champignac, même jeune. C'est quelqu'un qui est complètement irresponsable et qui, à part ses recherches, ne comprend rien à la vie en société. Et bien sûr, ils vont aussi beaucoup s'intéresser à Alan Turing. Mais on est un peu comme la petite fille qui voulait voir la guerre, on est dans un côté très pédagogique, mais pour le coup un peu mieux réussi sur le côté divertissement. Il y a de l'action, il y a du méchant nazi, il y a un peu des poursuites. Ça marche plutôt bien. Et le dessin d'Étienne est, je trouve, vraiment bien réussi, bien dynamique, reprend bien les traits des personnages et a une méga patate. Messieurs.
Je l'ai pas lu. Moi, je l'ai lu et j'ai passé un bon moment alors que je suis vraiment pas un gros fan de Spirou. Là, le principe du reboot, enfin pas du reboot, pardon, de Spin-off. non, c'est pas spin-off que je cherche. Quand tu t'intéresses à la genèse d'un personnage. Bref, c'est pas grave. C'est pas un relaunch. Non. Mais voilà, bref, on est sur la genèse du personnage et c'était vraiment pour le coup très intelligent de l'avoir mené de cette façon-là. Reboot, relaunch, reverse. On voit enfin le Spin-off comte du de crossover. Champignac non plus comme un vieux croulant, mais comme quelqu'un qui est en construction, qui est encore jeune, qui est encore dans la force de l'âge et qui est capable de se bouger un petit peu ses fesses, quoi, entre guillemets. Et c'est vraiment assez plaisant. Les champignons sont là, mais pour l'instant, on s'en sert un petit peu. Ça reste parcimonieux, c'est pas plus mal. On le voit construire une petite relation, lui, l'espèce d'asocial complet. Et la construction du scénario marche très bien. On est tenu en haleine de bout en bout. Ça fonctionne assez bien. Le dessin est très dynamique. Voilà, moi j'ai passé vraiment un très bon moment à la lecture. C'est intelligemment mené, ça fonctionne. Jérôme. Alors moi je suis assez fan de ce type d'album qui mêle personnages connus et faits historiques. Donc faire rencontrer Champignac, qui est quand même un des personnages emblématiques de la série Spirou, et Alan Turing, moi je suis fan. Donc voilà, de base j'étais déjà dans un avis très positif. Mais il n'y a pas que Turing en plus dedans. Non, Fleming, je crois Winston aussi, Churchill. Fleming, exactement. Oui, il y en a. Voilà, alors le Fleming, en plus, ça annonce un peu un certain potentiel pour la suite de la série. Hein. Ouais. Le côté James Bond, tu sens que c'est un peu ce qu'ils vont développer dans la suite, quoi. Ouais. Donc. Peut-être qu'on aura Christopher Lee dans le prochain. Donc Fleming, qui est donc l'inventeur de James Bond, l'auteur de James Bond. Et qui effectivement par les gadgets qu'invente Champignac, ça lui donne l'idée de créer le personnage de James Bond. Donc voilà, il y a plein de clins d'œil partout, toutes les pages il y a des clins d'œil. Je trouve ça vraiment sympa. Le clin d'œil, donc on va le dire maintenant à la pomme, c'est que la légende urbaine veut que Alan Turing se soit suicidé en mangeant une pomme avec du cyanure. Parce qu'effectivement, il fallait du cyanure pour faire fonctionner les appareils, et donc il en avait chez lui, son prototype d'ordinateur là, et que Steve Jobs, lorsqu'il cherchait un logo pour la marque Apple, a choisi donc la pomme croquée en hommage à Alan Turing qui se serait suicidé en mangeant un quartier de pomme. Il y a un petit clin d'œil dedans. Ouais, voilà. Et on retrouve ce clin d'œil dans l'album, mais il y a aussi plein d'autres clins d'œil. Voilà, donc continuez à faire des spin-offs comme ça. Moi, je trouve ça top. Oui, ça marche très très bien. Donc Champignac d'Étienne et Becca chez Dupuis, une bande dessinée dont on attend la suite. Et nous allons maintenant parler, Thio, de Fable amère de Chabouté, le tome 2, qui s'intéresse aux détails futiles. Désolé, j'étais pas les grandes dalles. Fable amère de Chabouté, de Monsieur Chabouté. Je refais encore. De Maître Chabouté, s'il te Maître plaît. Chabouté pour moi. Sur son arbre perché. Fable amère, détails futiles. Donc là, c'est le tome 2. On a déjà eu un premier tome il y a déjà quelques années de ça. Le dessin, voilà, parce que je parlais de l'idée de la Fable amère ensuite, mais le dessin, donc on est toujours sur le style Chabouté, un noir et blanc, des gueules, des traits qui sont des fois à la serpe, un trait dur, je trouve. Et dans ces Fables amères, en fait, on va avoir comme une sorte de petit recueil d'anecdotes, en fait, de tous les paradoxes que peut avoir le monde moderne. Tant sur la richesse que sur la pauvreté, sur le mec qui dit en fait qu'il a grimpé 50 fois l'Himalaya, mais qui n'est pas foutu de monter les 3 étages de son immeuble sans gueuler sur la concierge parce que l'ascenseur est en rade. Le SDF qui a perdu son job, mais qui a gagné le pouvoir d'invisibilité. Dit comme ça donne pas, mais pourtant dans l'album c'est top. Mais voilà, et tous ces petits exemples, ces petits moments de vie en fait, ça fonctionne. Ça fait des petits faits de vie qui passent les uns après les autres.
Mais il y a toujours, je trouve, une certaine poésie, une certaine philosophie derrière de la vie, une petite réflexion sur la façon dont on pourrait réagir face au monde, quoi. C'est toujours ce qui m'a plu chez Chabouté, ce qui me plaît toujours, et c'est pour ça que je me suis toujours autant créé à galère en lisant Les Feux de la mer, Les détails futiles, numéro 2. Alors, j'aime beaucoup les Saints de Chabouté. J'avoue que j'ai trouvé parfois les histoires un peu faciles. C'est-à-dire que tu vois venir ce qui va être raconté. Tu comprends un peu le point de vue de l'auteur. Disons que sur la moitié des histoires, je voyais un peu où il voulait aller. Ça m'a un peu gâché ces petites chutes, parce que c'est des histoires un peu à chute qui jouent là-dessus. Ce que j'ai trouvé un peu dommage. Mais ces portraits, cette diversité dans la représentation du monde sont super intéressantes. Voilà. Il y a un travail au niveau de Chabouté que j'aime beaucoup à ce niveau-là. Et puis, voilà, il y a quelques histoires qui te font forcément sourire parce que ce serait presque des choses qui pourraient arriver. Voilà. Donc, un bouquin sympathique, mais c'est un bon Chabouté, ce n'est pas un grand Chabouté. Voilà. Rien que pour le plaisir de voir du Chabouté. Oui, voilà. Enfin, moi, ça fonctionne toujours pour moi. Mais bon. Oui, toi, Et avec un petit hommage à Corto quand même. Ouais. Mais moi, j'ai beaucoup aimé le château de sable à la fin. Oui. Tu as raconté la fin. Pas mieux, tout pareil que les deux camarades. Ouais. Donc voilà, beaucoup de plaisir à lire un Chabouté et lisez. Lisez, comme dit l'autre. Hein Bon, il va falloir que maintenant nous passions à quelque chose d'un peu moins léger, d'un peu plus lourd. Saga, le tome 9. Et pour parler de ce tome 9 de Saga, que je vais annoncer tout de suite, nous avons proposé en coup de cœur, alors que c'est une série qu'on suit donc depuis le premier tome, et qu'en général, on attend la fin d'une série un peu comme ça pour proposer en coup de cœur. Et celui-là, ce tome nous a un peu fait, waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien, nous avons forcé, oui, nous sommes des tortionnaires, Jérôme, à lire tout Saga, car il n'avait pas découvert cette BD. Et comme donc c'est lui qui a la BD la plus fraîchement dans son cerveau, ça va être à toi de faire le pitch de ce tome 9. Eh ben dis donc, quelle intro. Donc du coup, les 9 tomes en 5 jours à peu près. Donc autant te dire que ça se lit. Sinon, on se farcit pas de 9 tomes en 5 jours, hein, pour être très clair. Mais ça, on était d'accord sur la qualité de cette BD de façon générale. Hein. Oui, alors... donc pour revenir sur le pitch général, vous vous rappelez des noms des deux peuplades? Parce que là, pour le coup, je m'en rappelle Il y a plus. ceux qui ont des ailes et ceux qui n'en ont pas. Oui, voilà. Ceux qui ont des cornes et ceux qui ont des ailes. Voilà, ceux qui ont des cornes et ceux qui ont des ailes. Donc, ceux qui ont des ailes habitent une grande planète, ceux qui ont des cornes habitent la lune de cette planète. Et ils se font la guerre. C'est les Luniens et la couronne, je crois. C'est ça. Oh, tu es magnifique. Donc, les Oui, Luniens ça a rien font à la voir. guerre à la couronne et la couronne font la guerre aux Luniens. Sauf que, à force de se faire la guerre sur leurs planètes respectives, ils ont décidé, grâce à la puissance de leurs empires respectifs, de déporter cette guerre sur d'autres planètes. Et en fait, c'est finalement l'intégralité de la galaxie qui se retrouve à être en guerre. Et eux se font la guerre du coup par peuplades interposées. Et maintenant, leurs planètes respectives sont relativement en paix, même si ils restent voisins. Donc, le pitch au tome 1 commence par une naissance, puisque Alana est une femme de couronne et Marco est un homme de la lune. Ils tombent amoureux, ils ont une fille, or ça prouve que finalement, déjà, les deux peuplades peuvent se reproduire ensemble, et ensuite que l'amour est possible entre ces deux peuplades qui se font la guerre depuis des millénaires. Point important, c'est cette jeune fille qui raconte l'histoire depuis le début. Voilà. Et donc, cette jeune fille, qui s'appelle, je ne sais plus comment. Je sais pas, parce que je dis pas souvent mon prénom, elle fait pareil. Elle dit pas Azel. Azel, tu as raison. Donc Azel raconte l'histoire. Donc au début, on est sur les pérégrinations de ses parents qui fuient en fait les deux nations en guerre, qui chacun d'entre eux de leur côté veulent récupérer la fille
pour la tuer ou pour l'étudier, et en tout cas les deux parents, eux, pour les tuer, ça c'est sûr, et qui envoie aussi un certain nombre de chasseurs de primes à leur trousse. Tous plus barjots les uns que les autres, d'ailleurs, les chasseurs de primes, sont quand même bien allumés. Menteur. À la fin donc, dans le tome 9, dernier tome sorti, la fille Hazel commence à être assez grande. Ils vivent toujours des Quel périodes. âge pour les spécialistes Elle a d'enfants une petite dizaine d'années. Oui. Oui, spécialiste de la jeune enfant, tu sais. Oui, C'est vous, moi, là, quand vous je vois un travaillez avec eux enfant, tout le temps. Vous devez oublier. Je le note pour ton inspecteur. Triste. Et ils vivent toujours des périodes plus ou moins de calme malgré tout entre les albums. Et dans les albums, il y a quelque chose qui fait que ils se retrouvent à être emportés par les tourbillons de la guerre ou par les tourbillons d'un chasseur de primes qui va les chasser. Ou des journalistes. Ou des journalistes, ou une sorte de créature cosmique immense qui va venir détruire la planète sur laquelle il se repose. Enfin bon, bref. Bibi Fogg, j'irai pas le faire chier. Hein. Donc là, c'est exactement ce qui se passe. Il passe quelques années sur une planète, et puis à un moment donné, donc arrivent sur cette planète des journalistes qui retrouvent leurs traces, qui ont besoin de les interviewer et qui veulent révéler leur histoire au grand jour. L'histoire, je trouve que généralement et globalement, la saga est de très bonne tenue. Maintenant, en 9 tomes, il est impossible d'avoir 9 tomes sans moment de flottement. Voilà, exactement. Je te remercie, Thierry. C'est exactement le terme que je cherchais. Donc, il y a des moments où ça retombe. Et puis ça repart. Et puis ça retombe un peu. Et puis ça repart. Donc on se laisse quand même prendre. On est pris dans cette histoire. Le dessin est sympathique, sans être exceptionnel. La mise en couleur, je trouve, est un peu bâclée. Oui, si, elle est bâclée, la mise en couleur. Sur ce 9e tome, je vous l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai des petits soucis de graphisme. Hein. On est beaucoup sur des aplats. Voilà. Bon, enfin, pour moi, voilà. Clairement, on est sur une mise en couleur un peu trop rapide. Mais peu importe, l'essentiel n'est pas là. Enfin, au bout du 9e tome, on a un rebondissement très intéressant qui permet de relancer l'intrigue, alors que très clairement, sur les 2-3 derniers tomes, moi, je m'étais un peu lassé. Alors qu'au début, c'était vraiment très très bien parti. Peut-être parce que tu les as lus tous défiler aussi. C'est possible. C'est vrai que sur le côté sériel, c'est une série qu'on a lue. Disons qu'il arrive toujours à te maintenir avec une petite idée, une petite idée originale qui arrive à te tenir. Oui. Après, je trouve que son univers est tout à fait exceptionnel. Il a un imaginaire extraordinaire. Ces créatures mi-vivantes, mi-télévision sont assez géniales. L'idée même que l'univers entier est en guerre pour deux peuplades qui finalement ne se font plus la guerre, ça c'est assez extraordinaire. Voilà, l'idée de base est géniale. Maintenant, je sais que vous avez beaucoup aimé. Moi, je ne sais pas si je mettrai un coup de cœur, mais je peux me laisser embarquer. Et on ne peut pas dire quel est le rebondissement à la fin du 9e tome. Il y a plusieurs rebondissements dans ce tome, en fait. C'est surtout ça qui m'a surpris. C'est-à-dire que rebondissement de la mort, ça arrive de temps en temps dans ce genre de série. Il t'en fout un parce qu'il faut relancer un peu les choses. Hein. Mais là, il est là. Là, il est là, en l'occurrence. Là, il y en a un qui arrive et tu te dis « Oh, ça, c'était le rebondissement de la mort !» Et puis tu arrives à la fin, tu fais « Ah bah non, c'était pas celui-là. » Voilà. Il arrive vraiment à bien lancer le truc. Moi, ce que je trouve fort dans cette série, c'est cette propension à créer des personnages attachants, quel que soit leur côté, qu'ils soient gentils, méchants. Il arrive à créer des personnages qui ont
Parce que même l'ardoise magique, là, on s'y attache finalement. Oui, un charisme. L'ardoise magique. Oui. Moi, ce que j'aime beaucoup chez les peuples enfin, c'est la noblesse. Ils ont tous des têtes de téléviseurs et qu'en fonction de leur âge, c'est le roi, c'est un plasma, quoi. Le roi, c'est un vieux plasma épais, tu vois, super épais. Enfin, c'est en fonction de leur âge, c'est des modèles plus ou moins récents. Donc c'est assez rigolo. Mais tu vois, il y a toujours ce genre de petits détails. Le chat mensonge, par exemple, que je découvre au début, qui est un détail à la con. C'est juste un chat qui détecte les mensonges et quand il entend quelqu'un mentir à côté de lui, il dit juste mensonge. Voilà, c'est tout. Donc autant te dire que quand t'as ça comme compagnon, tu ne peux pas trop bluffer. Voilà. Et tous les personnages arrivent à être attachants, qu'ils soient les criminels, les méchants, les gentils. Et puis, la façon dont c'est écrit, la façon dont écrit Hazel, la narratrice, on ne sait pas quel âge elle a d'ailleurs au moment où elle écrit, c'est ça qui est très intéressant, qui je trouve fait une narration qui fonctionne super bien. Après, graphiquement, moi je trouve que c'est un très beau compromis entre le mode de production à l'américaine, je dirais, qui demande une très grande productivité, on va dire, et l'efficacité narrative. Pour moi, ça marche super bien. Ces couleurs que tu trouves bâclées, moi, je les trouve assez simples, effectivement, mais qui vont beaucoup jouer sur des contrastes et des choses qui marchent très bien et qui marquent vraiment à la vue. Ça m'a pas du tout choqué. Effectivement, il y a un côté très vif, d'ailleurs, dans la colorimétrie de cette BD, alors qu'on a tendance à avoir des BD de plus en plus sombres, globalement. Voilà, enfin, moi, je suis à fond, et puis surtout, je suis arrivé à la fin de ce tome 9 en me disant je sais jamais à quoi m'attendre quand je finis un saga, parce qu'il arrive toujours à trouver un petit truc qui fait où ils vont aller, qu'est-ce qui va se passer. Et puis aussi, il y a quelque chose que je trouvais étonnant, c'est peut-être aussi parce que ça vient des États-Unis, c'est le côté cru de la façon de raconter les choses. La sexualité, la nudité sont montrées de façon crue et sans artifice, et qui vont complètement à l'opposé du côté très puritain américain, sans pour autant se la jouer à la saison 1 de Game of Thrones. C'est-à-dire qu'en gros, il va te montrer de la nudité, il va te montrer des gens qui ont des relations sexuelles, des gens qui s'aiment, des gens qui sont à poil, mais pas pour dire « Hey, regardez, j'ai montré des gens à poil !» Parce que c'est ça, la saison 1 de Game of Thrones, on est tous d'accord. Arrête de spoiler, s'il te plaît. Voilà, il y a des gens à poil. Non, c'est juste pour te montrer la vie et un côté très humain de tous les jours qui, pour moi, marche super bien. Enfin, c'est une série, je suis très fan et ce tome 9 m'a retourné. Thio ? J'étais déjà fan de la série avant le tome 9. Moi, j'avoue que ça m'a... La première lame a fait son effet et la deuxième lame m'a fini de me faire putain, what the fuck. Ouais, what the fuck, mais vraiment, mais c'était plus le putain, mais non, quoi. Et voilà, et si. Et voilà, donc l'effet de lame a été quand même, je trouve, très puissant, ce tome-là. Après, je peux comprendre que tu dis que c'est peut-être pas le coup de cœur, oui, mais pour l'instant, en fait, je pense surtout, c'est qu'on l'a jamais mis à Saga, alors que pourtant on adore la série, quoi. Donc, on n'a jamais mis de coup de cœur à Saga. Jamais. Parce qu'en fait, à chaque fois. On est des manches. Hein. Non, parce qu'en fait, à chaque fois. Si. Non, si, mais je t'explique pourquoi. Parce qu'à chaque fois qu'on a voulu le mettre, en fait, il y a un dictateur qui a dit ouais, mais les gars, c'est pas la fin de la série. Non, ou la fin d'un arc qui soit. Non, mais... Et s'il n'y a pas d'arc. Voilà. Non, mais voilà, et c'est exactement ça. Tu vois, et là, du coup, en fait, le dictateur te dit ça à chaque fois. Donc, du coup, tu repousses. Bon, là, je pense qu'avec le rasoir de l'âme. Le dictateur, il s'est fait reprendre là. On va y arriver, je pense. Mais il y a Jérôme qui a débarqué. Non, moi j'ai dit que je peux suivre. Hein. Alors, je vais essayer d'être un peu synthétique. Effectivement, il y a une quantité de rebondissements de dingue. Scénaristiquement, c'est un album qui est plus dense, je vais pas dire plus abouti, mais plus dense, effectivement, que les 2-3 derniers. Moi, le coup de cœur, il m'embête, alors que j'adore cette série, parce que vraiment, je trouve que graphiquement, c'est en dessous sur ce tome-là. Je te rejoins complètement sur la partie couleur, sur les aplats. Il y a un manque, je trouve, en termes de détails, en termes de soins apportés au graphisme,
à la quantité de détails et forcément avec ces grands aplats là, boum boum boum, on remplit de la case et on va plus vite. Je trouve ça un petit peu dommage parce que vraiment la qualité scénaristique de ce tome-là particulièrement est au-dessus, encore une fois, de ce qui s'est fait sur les 2-3 derniers. Donc je suis un petit peu embêté par rapport à ce coup de cœur, parce que globalement, bien sûr que sur la série, je le mettrai, sur ce tome-là spécifiquement, ça m'embête. Alors, mettons-nous d'accord, est-ce que c'est un coup de cœur sur série ou est-ce que c'est un coup de cœur sur tome ? Pour moi, c'est l'aboutissement d'une série d'événements. C'est-à-dire qu'on savait qu'il y avait des drames qui allaient arriver, et tu arrives à... Voilà, après ce tome-là, ça sera plus pareil. Rien ne sera plus pareil. Voilà. Tu es vraiment arrivé sur la fin. C'est pas exactement la fin d'un arc parce que c'est une saga. C'est comme ça que c'est écrit. Mais pour moi, après ce tome-là, on reprend tout amené vers cette fin-là, d'une façon ou d'une autre. Et je trouve que ouais, c'est comme après dans l'Empire contre. Je suis ton père. Après ça, c'est plus pareil. Ah oui. Oui, le jour où tu me diras que t'es mon père, ça sera plus pareil. Hein. Oui, mais ça c'est clair, c'est sûr. Mais sans compter que c'est un peu compliqué quand même. Un poil. Ouais. Un poil. Bon, moi, je dirais oui. Voilà, bon, toi, tu dis oui. Allez, je vous suis. J'ai dit que je suivais, alors je me désiste pas. Voilà, donc saga. C'est tout à ton honneur, bravo. Le tome 9. Tu es un homme de parole, tu pourrais être en politique, toi. Ouais. Non, justement. Nous décernons un coup de cœur à ce tome 9 de saga. Il était temps. Oui, puis c'est pour l'ensemble de sa carrière aussi, quoi. Oui, c'est ça, c'est coup de cœur d'honneur. C'est le coup de cœur d'honneur, il était temps. Avant qu'il meure. C'est con, un accident qui est arrivé. Brian Kevogan, hop, c'est pas que je lui souhaite, hein, loin de là. Mais voilà, et après, on est bien emmerdé pour la suite. Azimut, le tome 4, dont je dois faire un express, alors que je l'ai lu il y a longtemps et que je ne me souviens plus du tout de quoi ça parle. Ça s'appelle la qualité du travail et de la préparation. Azimut, une bande dessinée de Jean-Baptiste Andréae et Wilfried Lupano. Déjà, je me souviens du nom des auteurs, ce qui est pas mal en soi. Bon, Lupano, ça va. Ouais, mais il n'était pas connu quand il a commencé Azimut. Hein. C'était vraiment un de ses premiers trucs. Oui, mais tu n'étais pas en train de faire la chronique au moment où il débutait. Voilà. Dans Azimut, nous suivons toute une histoire autour du temps qui passe dans un univers de fantasy très étonnant, bourré de petites idées qui partent dans tous les sens, assez génial. Et dans ce nouveau tome, nos héros sont toujours à la... En fait, voilà, c'est mon problème. Mettez des putains de résumés dans vos bouquins quand vous sortez un tome tous les 1 ou 2 ans. Bordel! Ils sont poursuivis, je sais plus pourquoi. Ils cherchent des trucs, je sais plus quoi. Et ils passent leur temps à être poursuivis dans tous les sens. Et c'est super cool, c'est classe, c'est génial. Bon, il y a plein de bonnes idées, mais je sais plus ce que on ça va dire raconte. qu'ils cherchent une lampe magique avec un génie dans le sable, quoi. Thio, tu es peut-être plus fort que moi sur Azimut. Alors, on a un explorateur transi qui est amoureux fou d'une sorte de génie. La génie en question qui a piqué le pouvoir à sa mère et qui du coup essaie de la retrouver pour lui défoncer la gueule, je crois. Et en même temps, on a un roi qui, justement, je crois, a arrêté le temps, Oui. a emprisonné le temps, et du coup, certains des personnages, des petits animaux, en fait, essaient de sauver donc la fameuse génie qui est une sorte de muse top sexy qu'ils essaient de sauver. Et voilà, on est grosso modo vers ça. Bah voilà, t'es bon. Oui, t'es d'accord, c'est aussi confus pour toi que pour moi. Surtout, oui, moi, ça fait encore longtemps que plus j'ai... Mais, Ça donne pas envie quand même, hein, les Ah gars. non, vous mais le savez, c'est hein. super bien, Alors, mais il faut lire les 4 tomes d'affilée. graphiquement, c'est splendide. L'histoire est très complexe, donc du coup, c'est un peu comme... Pour moi, je le rapprocherais un peu de la Nef des Fous. Tu as tellement de personnages et tellement de... En plus, dans la Nef des Fous, tout se passe quasiment que dans la ville. Dans la ville ou juste en dehors, quoi. Mais dans celui-là, en fait, tu as plusieurs histoires dans plusieurs endroits différents du monde d'Azimut. Et du coup, c'est un peu compliqué. Mais graphiquement, je trouve ça d'une beauté mais à tomber. Et au niveau scénaristique, ça envoie vraiment du lourd, quoi. Donc, c'est bourré de bonnes idées, mais voilà, ce que je dis, c'est que maintenant que j'ai assez de sous pour ne plus relire mes vieilles BD quand je reçois un nouveau tome, mettez des résumés, quoi, qu'on soit pas trop perdu, nous pauvres lecteurs pleins d'argent. j'ai pas compris ta référence avec le J'ai plein d'argent. Ouais, non, moi non plus d'ailleurs, parce que je relis aussi des anciens albums. Non, moi je le hein. fais plus quasiment. J'ai trop de livres à lire nouveaux. Mais c'est quel rapport avec l'argent, en fait? Avant, quand j'avais pas d'argent, Tu rachètes pas de nouvelles Il BD, pouvait donc tu acheter relis moins de les vieilles. BD, donc il relisait. il y avait un ouais, c'est ça. Mais c'est pour revenir. Dès qu'un Torgal sortait, je me relisais tout Torgal, tu vois. Bon, allez. Tu avais un peu plus de temps, sans doute. Oui, c'est ça. Donc voilà, ça reste une très très bonne série, mais c'est un peu confus.
C'est confus pour Pierrick, alors c'est confus. Animosity. Il est rhabillé pour l'hiver, lui. Alors, Animosity, tome 3, publié chez Snorgle Comics, éditeur marseillais. Ouais. Donc, Animosity. Animosity. Ils ont mis le haut en gros pour ça. c'est ça, Animosity. Donc, nous sommes dans une... donc, on a parlé assez récemment du tome 2, donc on va aller relativement vite. Les animaux se sont éveillés à la conscience, ils parlent tous, y compris les insectes, mais il faut bien tendre l'oreille. Évidemment, ils se sont rebellés contre les anciens dominants de la Terre, c'est-à-dire les humains, dont la plupart sont morts, et il faut maintenant que chacun apprenne à vivre avec les autres. Donc, certains animaux décident que, vu tout ce qu'ils ont subi, il faut exterminer l'espèce humaine. D'autres, certains hommes estiment qu'il faut maintenir la suprématie humaine sur la Terre et donc maintenir les animaux en esclavage. Et au milieu, on a une vague population humaine et animale qui essayent de vivre plus ou moins en bonne intelligence les uns avec les autres. Dans ce tome 3, donc, autour de tout ça, on suit par une petite fille et son chien... je me rappelle plus du nom de son kleps, mais bon, voilà. Clégor ou un truc comme ça. Clegane. Non, ça c'est quand même Game of Thrones, ça. Et cette... La montagne. C'est lié. Et donc, à la fin du tome 2... Sandor, Clegane. Voilà. Et à la fin du tome 2... la petite fille et son groupe qui est composé d'un autre humain, Kyle, et d'un certain nombre d'animaux tombaient sur une ruche qui leur demandait de l'aide pour libérer le reste des abeilles qui étaient emprisonnées par des méchants humains. Méchants humains qui, en l'occurrence, voulaient simplement maintenir les abeilles en esclavage parce que sans abeilles, il n'y a pas de pollinisation et sans pollinisation, il n'y a pas de fruits dans les vergers, donc... Et sans fruits, on se nourrit plus. C'est ça, on se nourrit plus, exactement. Donc nous retrouvons notre petite fille, son chien et Kyle et les autres animaux qui vont libérer les guêpes et qui vont essayer de partir à la recherche d'une cité où les humains seraient protégés. Donc voilà, ils se rendent bien compte de toute façon que tout est très très dangereux et surtout Sandor qui se sent investi d'un rôle de paternité parce que c'est aussi une des thématiques de la série BD, de paternité vis-à-vis de cette petite fille et se sent mourir lui parce que c'est un vieux chien, donc incite cette fille à aller retrouver cette communauté humaine. Ce tome est moins bon que les autres très clairement parce qu'on est sur un tome d'attente. Il y a la fin de l'histoire avec la ruche. La fin du tome commence le cycle avec la cité, mais entre les deux, on est sur une sorte de ventre mou qui est composé pour l'essentiel par un gros flashback de l'histoire de Kyle, de ce compagnon-là de la gamine. Et qu'est-ce qu'il faisait avant, comment il est arrivé avec les animaux, etc., etc. Voilà, donc on est sur un tome d'attente, c'est pas la peine d'en dire beaucoup plus. Moi je trouve que la série reste de bonne facture dans l'ensemble, mais c'est pas le tome mémorable de la série. On attend avec impatience le 4e pour que ça relance l'intrigue. Donc Animosity chez Snorgle Comics. Merci Jérôme. Et merci à vous de nous écouter. Merci à vous d'avoir été plus nombreux sur cette deuxième émission que sur la première, à nous écouter en live. Nous essayons de prévenir à l'avance, mais c'est vrai que cette fois-ci, nous avons un peu merdé sur la com. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitch, où vous serez comme ça avertis des lancements des nouveaux lives, mais aussi sur Facebook, sur Twitter, sur tous les réseaux sociaux. N'hésitez pas à chercher la Voix des Bulles dans votre application de podcast et à parler de nous autour de vous. Ça nous permettra de nous faire connaître et peut-être un jour de devenir riches et célèbres, même si franchement... Rien que riche, ça serait déjà pas mal. La célébrité, on peut s'en passer. Voilà, merci encore. On se retrouve dans 15 jours ou 3 semaines, ça dépend de comment se passe le mois, pour une nouvelle émission. Ciao à tous. Ciao, la Sol suceuse vous salue bien bas.